Quoi qu'il en soit, pour pouvoir m'avancer vers mon but, je reprends maintenant les 2 points essentiels de mes propos. Et je vous prie à nouveau de m'excuser s'ils sont péremptoires. 1. La philosophie actuelle se présente comme une interrogation continuelle, sans réponse, évanescente et multiple. Elle s'avère peu attrayante, tout au moins pour le jeune candidat qui voudrait l'approcher pour en obtenir des convictions. 2. La philosophie des anciens, au contraire, s'offre en tant que science précise, une, solide et fixe. Bref, comme le fondement de référence sur lequel se base toute connaissance, même si elle se divisait en de multiples ramifications dans tous les secteurs de la vie des hommes. Cette antinomie que je prétends, moi, insoluble entre ces 2 positions que j'appellerais la moderne et la traditionnelle, m'avait travaillé l'esprit dès ma jeunesse, mais de façon plus ou moins claire ou plus ou moins floue. Je me souviens qu'à l'université, où je n'ai pas séjourné très longtemps, quelque chose de paradoxal me titillait intuitivement, mais de manière récurrente, et ce, dans la majorité des cours, dans tous les cours. C'était leur brève introduction historique en ce qu'on appelait à l'époque la première Candie. Elle était pourtant, et partout, si semblable, si unanime, si conforme, si uniforme. Je vais vous la résumer de façon un peu caricaturée, simplifiée et raccourcie, je l'avoue, mais pourtant bien réelle. Si vous avez une bonne mémoire et que vous avez été aussi en première Candie, surtout à l'époque, vous ne pourrez pas, je crois, en nier le fond, mais seulement la forme. En effet, que ce soit en psychologie, en sociologie, en critique historique, en économie, physique, chimie, biologie, médecine, et même en étymologie, on nous rabâchait à peu près la même chanson que voici. Moi, je me souviens très bien, c'était du genre on trouve dans l'Antiquité des embryons de notre science. Bon, évidemment, il faut comprendre que c'était un peu mélangé à la philosophie, à la superstition, à l'astrologie, à des croyances. C'était difficile pour eux de se dégager d'une... Enfin bon, c'était assez difficile, mais enfin, il y avait quand même quelques philosophes qui essayaient de montrer que, et alors si c'était un sociologue qui parlait, que quand même les civilisations avaient, les sociétés avaient des lois, c'était un psychologue, que l'âme humaine avait ceci, mais c'était très difficile à cause de tous les préjugés, c'était très peu clair. Alors après, il y a eu les invasions germaniques, alors là, nous trouvons au Moyen-Âge monsieur un tel qui a fait des recherches, et là, évidemment, ça nous fait un peu sourire aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous comprenez, c'était quand même, c'était pas aussi avancé que nous, c'était pas des primates, mais enfin, c'était, ça avait évolué, mais enfin, ça nous fait sourire, mais c'était quand même déjà première intention où on voit vraiment que se dessine quand même une tentative, mais évidemment, bon, puis alors, nous arrivons à la Renaissance où là vous avez 3-4 noms qui brillent et qui, évidemment, sont un peu condamnés par leur époque parce qu'ils étaient en avance sur leur époque. Mais alors, il faut attendre le XVIIIe siècle, le milieu du XVIIIe siècle, où à ce moment-là apparaît monsieur un tel, qui a enfin dégagé la science de toute ce fatras et qui a porté cette discipline au niveau de la science merveilleuse que moi, monsieur le professeur Intel, je vais avoir l'honneur de vous enseigner. Je m'excuse pour la caricature, mais vous devrez reconnaître que c'est un peu ça tout de même. Je crois que cette substance de ce qu'on nous a inculqué paraissait tout à fait normale. Personnellement, moi j'étais disposé à y croire. Et ce n'était d'ailleurs pas faux. Mais voici le genre de réflexion qui finissait par m'envahir le cerveau de manière de plus en plus obsessionnelle. Il s'agissait du dilemme suivant. Pendant toutes nos années d'humanité secondaire, qui à l'époque étaient en grande majorité des études gréco-latines, on nous avait bassiné l'esprit en l'imprégnant des valeurs gréco-romaines de l'Antiquité.
la connaissance de leur langue était incontournable. La science, la pensée des anciens nous était présentée comme emblématique, comme référence absolue. Bref, nous ne pouvions ni penser, ni parler, ni écrire, ni savoir, sans Platon, Démosthène, Cicéron et Tacite, sans compter les valeurs morales de Socrate et de Sénèque, les capacités militaires inégalables de César, fondateur d'une Europe qui, elle, avait réussi. Ce n'était pas comme une mayonnaise qui ne prend pas, comme maintenant, cette espèce d'Europe qui ressemble à un pare-brise, qui a reçu un pavé, qui se dit un Kosovo, Monténégro, Slovaquie, Slovénie, région wallonne, région bruxelloise, région flamande. Hein, on appelle ça une Europe, mais enfin, bon, Jules César, c'est fait. Bon, enfin bref, César, c'était quelqu'un de très bien pour nous. Les chefs-d'œuvre de l'architecture de Phidias, la poésie parfaite de Virgile, les géniales inventions d'Archimède, les théorèmes éternels de Pythagore, bref, tout venait de se passer si glorieux que l'on nous avait transmis fidèlement et de manière filiale. Celui Attus, que je reconnais dans tout cela, cet enseignement sublime et profondément païen, nous était parvenu par le biais des chrétiens qui en assuraient la valeur incontestable tout en prétendant l'avoir renversé à bon droit. Mais bon, sur cette question, on nous fournissait des explications qui pouvaient être admises comme plausibles. Ça collait, ça tenait. À part cela, tout concordait parfaitement et nous étions très fiers d'être savants. Ça, c'était en sortant d'humanité. Et voilà qu'à l'université, patatras, tout commençait au XVIIIe siècle, où l'humanité avait subitement crevé le plafond. Et avant cela, on ne trouvait de nos merveilles actuelles que des embryons qui n'avaient plus besoin d'être enseignés. Pour reprendre une belle expression à la mode dans les milieux d'y pensants, tout cela se rapportait à l'âge fétichiste de l'humanité, qui faisait suite à une préhistoire quasi animale. Et je n'exagère pas, tous nos modèles anciens, tant vantés pendant nos études secondaires, n'étaient que sauvages naïfs, dont quelques-uns, un peu meilleurs que les autres, ne méritaient en tout cas plus une seule chaire à l'université. Il fallait être logique. Si tout ce qu'on nous avait inculqué auparavant n'avait vraiment qu'une valeur historique ou archéologique, pourquoi diantre y avoir tant insisté? Par mode, par snobisme, par une petite nostalgie sensible, par un simple pincement au cœur envers des ancêtres devenus parfaitement ridicules et inutiles, infantiles ou même parfois inexistants. Ils étaient légendaires. Je vous avoue sincèrement que ce déchirement ébranlait régulièrement mon équilibre. J'en ai pas l'air à l'instant, mais réellement, ça me rendait malade. Tantôt, plein d'enthousiasme juvénile, j'aurais glorifié mon futur déjà présent, en larguant allègrement ce passé si encombrant, pour vivre ma vie d'homme moderne, et tantôt mu par un sentiment d'amour et par l'admiration intuitive de mes aïeux, j'aurais craché sans scrupule sur mon époque et brûlé le livre qui faisait fureur alors, vous en souvenez peut-être, Le grand espoir du XXe siècle de Jean Fourastier, qui nous expliquait qu'il n'y aurait rien de moins industriel que ce qui sortirait de la révolution industrielle. Bien. En d'autres mots, je n'arrêtais pas de ruminer, mais si ce que mes nouveaux maîtres m'enseignent est vrai, pourquoi diable m'avoir enquiquiné avec tant de choses qui n'ont plus aucune raison d'être?